commencer sans vous remercier d'avoir organisé ces échanges et de les avoir organisés ici, ce lieu unique, presque unique, en tout cas bien trop rare. Mais j'appartiens à une tradition qui pense qu'il suffit de dire juste pour sauver le monde. Et comme analyste, je connais la propension de l'humanité à se détruire, mais aussi sa capacité à se reconstruire. Alors, à quoi tenons-nous? Doublé, c'est bien notre chance, Olivier, de à quoi tient l'humain, ce qui la simplifie vraiment beaucoup. Quand Olivier m'a proposé ce sujet, j'en ai pensé tout à fait exactement ce qu'en dit le programme. Belle question, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment y répondre. C'est le propre des questions trop frontales, trop condensées, de susciter de la sidération et d'empêcher de penser. Si on s'empresse de fournir des réponses, c'est des platitudes. On ne va tout de même pas dresser le catalogue des valeurs. D'ailleurs, je sais que Christophe Carreau ne le supporterait pas. Et à propos des valeurs, il n'y a finalement pas grand-chose que chacun ne sache en son fort intérieur. On ne va pas non plus aller du tout dans la direction d'une définition de l'humain. Alors là, c'est moi qui ne le supporterai pas du tout. Tout ça me fait penser à la formule de Balint, quand on pose des questions, on n'obtient que des réponses. Je vais donc plutôt jouer avec, aller à la rencontre de cette question, la laisser jouer en nous. À quoi tenons-nous? Pourquoi tenons-nous? Sur quoi tenons-nous? Et bien sûr, qu'est-ce qui nous tient? Et qu'est-ce qui nous tient se confond souvent avec qu'est-ce qui nous contient. On pourrait d'ailleurs nommer crise des contenants, la crise de civilisation qui nous rassemble. Le principal, le contenant que constituait l'impossible, des impossibilités naturelles, étant battu en brèche par la science, les limites transmises par nos appartenances, pulvérisées par le discrédit des discours qui ont été transmis de génération en génération, et les tabous, aujourd'hui, considérés sous l'angle de leur seul franchissement. Alors, par quel bout aborder cette question qui est tellement chargée de condensation qu'elle semble les contenir toutes? Eh bien, cette question s'est emparée de moi plusieurs reprises de manière inopinée, sous des formes tout à fait différentes, et je vous invite plutôt à un exercice de désorientation. Ma première association fut pour une remarque de Pierre Legendre, qui est le penseur de l'institutionnel, une remarque étymologique. Un des leitmotifs de son œuvre, c'est « Il ne suffit pas de produire de la chair humaine, encore faut-il l'instituer, humainement l'instituer. » Et « instituer », fait-il observer, vient de status, tenir debout. À quoi tenons-nous? Bien sûr, à ce qui nous fait tenir debout, ensemble. Nous semblons tenir de façon beaucoup moins unanime à ce qu'il permet, le droit, les lois, les limites qu'elles tracent, les renoncements qu'elles impliquent. Comment ne pas penser à ce stade à la haine contemporaine de l'institutionnel? Ma deuxième association fut la suivante. Ça parle du lien et ça parle du tactile. Par le lien, le corps social, par le tactile, tenir c'est toucher. Le corps tout court, le corps touché. Autant dire tous les ingrédients d'une question aussi nécessaire qu'explosive. Tenir, c'est aussi bien sûr tenir par la main, ce geste qui évoque le premier soin à l'enfant, qui le conduit, qui le protège, qui le guide et qui implique évidemment la différence entre les générations, la nécessité de la transmission. Tenir la main, retourner, c'est aussi maintenir, si proche de contenir. À ce stade, je m'en allais trouver un petit trésor de bibliophile que j'ai dans ma bibliothèque, qui n'est pas exactement un dictionnaire étymologique, plutôt un dictionnaire des idées suggérées par les mots, une sorte de dictionnaire d'association qui date du début du XXe siècle. Et là, j'ai eu une surprise formidable. Tenir n'avait pas du tout la douceur des associations que j'avais imaginées, mais était chargé d'une force de maîtrise, d'une force d'emprise qui me surprit. Alors voyez plutôt, association, détenir, retenir,
saisir, prendre, maintenir, maîtriser, empoigner, serrer, manier, manipuler, s'accrocher à, se pendre à, se prendre à, s'attacher à, cramponner. Du côté de l'étymologie, du latin tenere, tenable, tenancier, tenant, d'un seul tenant, tenant et aboutissant, et dans la langue de la chevalerie, la tenue, tenir contre tout adversaire. Vous voyez que tout ça est peu chargé de tendresse. Je trouvais ailleurs tenir à dépendre de, donc on est là sur le terrain de la crainte et du désir de dépendance. Retenir, être attaché, conflictualité de la demande de lien qui est toujours pris chez les êtres humains entre le trop et le trop peu. Être tenu de, la dette, le devoir, autre registre d'ambivalence et non des moindres. Il y a donc une incroyable richesse polysémique de ce mot, une sorte d'entrelac de maîtrise et de non-maîtrise, une non-maîtrise nécessaire au sein de la maîtrise inévitable, une horizontalité, le nous, dont dépend notre verticalité, tenir debout. Ce serait donc cela à quoi tenons-nous, ce chemin marqué par la maîtrise, par la nécessité de nous en déprendre, la force de ce nous qui adoucit le tenir, mais qui naturellement complexifie de tant de façons. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes semblables mais différents. Nous ne sommes pas immortels, quelque chose en vous, en nous, n'en veut rien savoir. Un long chemin, donc, qui va du tenir de la maîtrise, de la propriété, au à quoi tenons-nous, qui implique le renoncement à se tenir là, s'il est vrai qu'en matière d'humanité, de lien humain, posséder, c'est détruire. À ce stade, je pensais aussi à l'ouvrage du juriste François Host, un ouvrage essentiel qui s'appelle L'autre est le même au fondement du droit, dans lequel il soutient que ce qui nous fait humains, voilà une réponse, mais à celle-là on ne peut que consentir, le lien et la limite. Sauf que le lien et la limite est toujours pris chez les êtres humains entre les dangers de la fusion, donc de la perte d'identité, et ceux des distances sidérales et du non-accès à une possible identité. Si cette question qui implique si fort, mais sans le dire, la question que transmettre, a tant de force aujourd'hui, c'est bien sûr parce que nous sentons que quelque chose pourrait bien ne pas tenir. Ce que le philosophe Hans Jonas, penseur du monde technique d'aujourd'hui, nomme avec force la responsabilité dans un monde dans lequel les actes peuvent avoir un retentissement sur la vie et la mort des générations qui nous suivent, c'est, dit-il, de garantir la simple présence de candidats à un monde moral au sein du monde physique. Candidats à un monde moral, c'est-à-dire des êtres humains qui soient capables de le penser. Signalons, parce que ça me semble une idée à la fois très voisine et intéressante, que Hans Jonas est aussi le penseur qui a théorisé la crainte et la peur comme boussole dans notre monde désorienté, et que la terreur, c'est aussi ce qui signale, c'est dans les anciennes traditions, ce qui signale la présence du sacré. Ce qui est sacré pourrait bien être, et je crois qu'aujourd'hui nous sommes tout près de le percevoir, ce sans quoi nous n'aurions plus les moyens de nous constituer comme de tels candidats. Il y a à la fois dans les grands textes anciens et dans la psychanalyse des métaphores pour désigner les lieux dont on ne revient pas, le chaos dans la Bible, la psychose dans la psychanalyse. Une autre association me vint alors que je visitais en Angleterre la cathédrale d'York, où je redécouvrais à cette occasion que le mot cathédrale vient du grec cathédra, cathèdre, le siège ou le trône. Je fus frappée sous l'envolée de ces flèches gothiques par la modestie de ce mot,
son lien avec le soin le plus précoce. Modestie, mais aussi promesse de royauté, du siège au trône, peut-être de royauté subjective. Le siège, les flèches gothiques, l'élation vers le ciel, et entre les deux, le chemin semé d'embûches de la vie, et le lieu, le contenant, qui est un monument pareil, les récits qu'il abrite, les rites qu'il répète, leur diffusion dans la culture, le nous qu'il construit pour tous, croyants ou non. Mais le coup de grâce me fut porté, si j'ose dire, dans une autre partie de la cathédrale. Une inscription disait « to have and to hold », en anglais « posséder et tenir », et cette inscription illustrait la photo de jeunes mariés royaux ou pas, illustres ou pas, qui s'étaient mariés à York Minster. Tenir ce qui nous tient. Ma première rencontre avec le hold anglais se faisait sous le signe de l'alliance, la plus courante qui soit, la plus simple qui soit, la plus complexe aussi, celle de l'homme et de la femme. À quoi tenons-nous? Mais à nous, au nous, à la possibilité d'un nous vivable et qui fabrique des discours vivables pour les descendants et pas forcément des définitions. Ce nous-là implique un retrait narcissique en même temps qu'une affirmation subjective, sinon il ne s'agirait pas de nous, il s'agirait de massification. Qu'est-ce qui soutient à son tour ce retrait narcissique dans le travail de culture, si contraire à la toute-puissance infantile, aux exigences du moi, à ses poussées adolescentes, à ses répétitions au cours de la vie? Quels outils de sublimation, quelle représentation, quel contenant, support de transmission, fiction et rite que notre passion de l'objectivité voudrait rendre obsolète? Quels récits nous précèdent aujourd'hui? Quels rites nous contiennent? Où sommes-nous, comme le pensait René Char, dépositaires d'un héritage que ne précède aucun testament? Ce sont des questions centrales aujourd'hui, et je crains que la page du livre de l'homme que nous sommes en train d'écrire ne soit rigoureusement incompréhensible pour nos descendants, à supposer qu'elle soit énonçable. Ça ressemble à une partie de tchatch généralisée dans la planète, mais en même temps, ça semble n'abriter que de l'anomie. Ce qui nous arrive est incompréhensible, bien sûr, sans une dimension de l'histoire et de l'inconscient. Je vous en reparlerai dans un instant. En tout cas, on a le sentiment qu'il y a une fausse piste de la science pour nous dire qui nous sommes. 10 ans séparent le slogan « Le sexe est libre » du déracinement de notre origine dans le sexuel. Si le sexe était libre, ça se saurait. Un des colloques les plus comiques auxquels il m'a été donné d'assister était intitulé « Le sexe est-il de gauche ?» comme si une idéologie, une position politique pouvait fabriquer un pacte entre les hommes, les femmes et la question sexuelle qui les exempterait de s'exposer à ces contradictions et à ces apories.